Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 2 de BS, Breaking Sport, votre magazine dans lequel vous découvrez et apprenez que sur des faits sportifs et le sport, vous les découvrez dans un angle jadis ignoré. Est-ce que vous le saviez qu'au niveau même de l'Europe, il y a de clubs actionnaires propriétaires d'autres clubs, qu'il y a même de joueurs qui sont obligés d'être transférés comme si ils étaient de propriété privée, pour ne pas dire esclaves, d'autres organisations. Le tout, c'est à découvrir aujourd'hui dans Breaking Sport puisqu'on va parler du foot business, le sommaire. Des petits clubs en position de faiblesse courant les risques d'être financés par la mafia, fraude fiscale, paradis fiscal ou blanchiment d'argent, des pratiques illégales pourtant présentes dans le football. Breaking Sport vous emmène dans les trafics de certains transferts noirs grâce aux agents, actionnaires et gestionnaires, c'est que l'on qualifierait de football business. La piste de la fraude dans le football européen, mais pas que. L'approche continentale et l'approche au niveau africain et en particulier chez nous à RDC, où il faut tout de suite comprendre que les activités sportives chez nous en République démocratique du Congo, d'après la loi, sont érigées en association sans but lucratif. Ensuite, bien avant de connaître l'état de Gringo, après le coulisses d'un match local, retour dans le passé lors d'un moment fort, avant le résultat de l'élection présidentielle. Non, dis donc, vous avez voté qui? Bon, j'ai voté, hein. Vous avez voté qui? Moi aussi, j'ai voté. Ouais, on a tous voté. Et toi, t'as voté qui? Voté, hein, j'ai voté, hein. Toi, t'as voté qui? Ouais, j'ai voté. T'as voté? Toi, t'as voté qui? Oh les gars, on peut suivre le film. Ah. Ce n'était que le sommaire, on va y revenir puisque ce n'était que le titre de ce BS numéro 2. Alors, est-ce que vous le savez qu'il y a des clubs propriétaires d'autres clubs, comme on est en train de le dire dans ce sommaire? Mais avant d'y arriver, on va parler de transfert de footballeurs. Un club de foot peut payer un joueur à 1 million d'euros et les revendre un peu plus tard à plus de 6 millions d'euros. Mais le montant officiel est annoncé à 3 millions d'euros. Où sont donc passés les 3 autres millions d'euros? Ils sont blanchis. Blanchi, c'est justement l'effet de dissimuler un montant acquis de manière illégale, mais pour le réinvestir dans des activités légales. Du coup, les trafics de stupéfiants ou les trafics d'armes utilisent le même circuit bancaire que pour certains transferts sportifs. Dans de banques en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Allemagne ou même en Autriche, et dans plein d'autres paradis fiscaux. Paradis fiscaux, c'est ces territoires à fiscalité trop faible. Cette situation va faire donc douter les banques à investir dans le monde de football. Pourquoi? Parce que justement, le monde de football devient trop risqué pour y investir de l'argent. Du coup, il y a de l'écart entre le gros club et le tout petit club. De tout petits clubs qui se retrouvent dans des situations difficiles. Cette situation difficile qui va les amener à dire oui, même lorsqu'il y a des actionnaires peu scrupuleux qui viennent proposer prendre la tête de ce club. Et même quand il s'agit de cet homme qui est en fait le propriétaire du service secret de son pays, qui n'est tout autre que le Kazakhstan, et qui est aussi chargé de l'élimination des opposants de son beau-père qui est le président de ce pays. Ils seront même obligés de dire oui. Et oui Tom, le football est devenu un terrain de jeu potentiel pour toutes sortes de trafics. Depuis quelques années, l'ombre du grand banditisme et du crime organisé est également présentée dans les coulisses de certains clubs. Des rétrocommissions, des gens qui vendent des armes et qui ont besoin de récupérer une partie des commissions que soi-disant ils versent au nom de l'intérêt national, et puis des organisations criminelles. C'est le même tuyau, les branchements diffèrent, et donc pour ce faire, les sites offshore, bon, je ne pense pas qu'il en ait besoin, mais le développement de Monaco se fait aussi par le blanchiment, comme le développement du Luxembourg et de la moitié des sites offshore de la planète. En 2006, un homme d'affaires kazakh, Rakat Aliyev, tente de racheter le club de Mokron près de la frontière française. Il s'agit d'un investisseur au profil assez particulier. L'homme est responsable des services secrets dans son pays, chargé de l'élimination des opposants à son beau-père, Nour Sultan.
l'actuel président dictateur du Kazakhstan. Rakat Aliyev est également impliqué dans différents trafics de matières premières. Selon le site Mediapart, la multinationale française du sucre Sucden lui aurait versé 27 millions d'euros en 2013 sur des comptes dans les paradis fiscaux. Arrêté en juin 2014 par la police autrichienne, Rakat Aliyev a été retrouvé pendu dans sa cellule en février 2015. En dehors de cette affaire, le club, comme on le disait, le tout petit club, entre guillemets, vont se retrouver dans des difficultés énormes. Et cela engendre des situations moins connues, moins vues dans le monde du football. En effet, des clubs vont être même de banquiers d'autres clubs, en l'occurrence l'AS Monaco, qui sera propriétaire de l'AS Nancy, un club de la Ligue 2 française, ou l'Atlético Madrid, qui sera propriétaire du RC Lens, un club aussi de la Ligue 2 française. Le club espagnol sera donc un actionnaire ayant plus de 35% d'actions dans ce club de la Ligue 2 française. On peut s'imaginer, si seulement les deux clubs pouvaient se croiser en Europa League, cela peut engendrer ce qu'on appellerait de la complaisance. Mais en dehors de toutes ces situations, il y a un autre grand acteur qu'on appellerait le fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, voulais-je dire, est quant à lui à la fois un agent, un actionnaire et un gestionnaire d'image dans le monde des sports. En échange de l'argent qu'il avance au club, il devient tout de suite propriétaire d'une partie de droits économiques du joueur. C'est un peu comme si le joueur était devenu une entreprise cotée en bourse et que ce fonds d'investissement, quant à lui, achetait la moitié de ses actions. Alors, on doit l'expliquer plus simplement. Lorsqu'un joueur qui a pour actionnaire ou pour agent ses fonds d'investissement est transféré pour un montant officiel de 50 millions d'euros, ces fonds vont récupérer plus de 25 millions, la moitié. Et lorsque ces joueur est plus tard transféré à 100 millions, ces fonds d'investissement vont en effet récupérer 50 millions, qui est la moitié de ce 100 millions, qui était le montant officiel du transfert de ce dernier. Du coup, les joueurs est comme un objet ou un esclave qu'on peut échanger comme on veut, puisqu'il faut qu'il circule pour que les fonds d'investissement puissent un peu plus gagner. La Fédération internationale de football, l'association qui est la FIFA, a fortement combattu ces tractations qui ne seront pas du tout faciles à éliminer dans le foot business. Le fonds d'investissement d'ON Sport est aussi l'un des acteurs les plus puissants de ce foot business, avec une capacité d'investissement évaluée entre 5 et 6 milliards d'euros. C'est une branche du groupe d'ON, une holding britannique spécialisée dans l'énergie, la finance, le transport et la construction. d'ON Sport s'est également spécialisé dans une pratique assez étonnante, la tierce propriété ou TPO. Elle fait l'objet de très vives critiques au sein des autorités sportives, la FIFA, l'UEFA, les syndicats de joueurs. Face à toutes ces critiques, la TPO a finalement été interdite dans tous les pays par la FIFA depuis le 1er mai 2015. Ce sont des investisseurs qui ont contracté avec le joueur ou avec la famille du joueur et qui prétendent être propriétaires du joueur au motif qu'ils ont financé la formation du joueur, financé la famille, et qui ensuite viennent voir les clubs en disant « je suis propriétaire du joueur ». Et ce sont ces opérations qui, effectivement, sont tout à fait contraires à tous les principes, mais surtout qui n'ont pas de fondement juridique. Pour valoriser un joueur, il doit donc circuler à travers des clubs vitrines comme à Monaco, où de nombreux joueurs ont été recrutés par le très influent agent portugais Jorge Mendes. Il est notamment l'agent de la star Cristiano Ronaldo et de José Mourinho. Jorge Mendes dispose lui aussi de son propre fonds d'investissement Quality Sport Investment dans le paradis fiscal de Jersey. En faisant tourner les joueurs, cela permet de créer une rotation constante qui fait tourner les fonds par un jeu de société écran. C'est une véritable lessiveuse. En 2011, Mangala passe du Standard de Liège au club de Porto pour 6 millions d'euros. d'ON Sport prend alors une option de 33% sur Mangala.
Finalement, en 2014, Mangala est vendu au club anglais de Manchester City pour 54 millions d'euros. Il devient alors le défenseur le plus cher du monde. Vous ne trouverez jamais de tel rendement avec n'importe quel produit financier. Ces fonds d'investissement imposent à ces joueurs. C'est un système d'influence très lourd qui peut conditionner les acteurs du football. Il n'y a plus de liberté de concurrence entre les joueurs, la raison sportive passe derrière la raison économique, financière, le joueur devient un produit financier, bref, un esclave. En dehors de paradis fiscaux et du blanchiment d'argent, on va maintenant parler de la fraude fiscale. De Maradona, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, en passant par Samuel Eto'o et Neymar, le nom de footballeurs sont toujours entendus dans des affaires de fraude fiscale où même des joueurs sont accusés dans ces affaires de fraude fiscale. On découvre ce classement. Lionel Messi, le quintuple ballon d'or, a été condamné par la justice espagnole à 21 mois d'emprisonnement pour une fraude estimée à 4 160 000 € sur les revenus tirés de ses droits à l'image via un complexe montage de sociétés au Royaume-Uni, en Suisse, au Belize et en Uruguay. La star barcelonaise devait aussi verser une amende de 2,9 millions d'euros au fixe et à son père, Jorge Horacio Messi, 1,6 million, soit 3,68 millions d'euros au total. L'Argentin qui a fait appel devrait échapper à l'incarcération, les peines de moins de 2 ans n'étant généralement pas exécutées en Espagne. Diego Maradona. Depuis plus de 25 ans, on me réclame injustement plus de 4 millions d'euros pour une fraude fiscale considérée inexistante par tous les juges. La légende argentine avait été condamnée par la Cour de cassation à payer 37,2 millions d'euros, dont 23,5 millions d'intérêts de retard pour n'avoir pas payé régulièrement l'impôt sur le revenu. Mais la justice italienne a décidé le 3 novembre 2012 de remettre le compteur à zéro en raison d'erreurs de procédure et une nouvelle enquête est en cours. Samuel Eto'o, la star camerounaise du foot, a été accusée par la justice espagnole de ne pas avoir payé la bagatelle de 3,9 millions d'euros lors de sa période barcelonaise de 2004 à 2009. Mais comment? Avec un montage de société pour ne pas déclarer une partie de revenus tirés de ses droits à l'image. Eto'o risque plus de 10 ans de peine de prison cumulée et des amendes représentant 18 millions d'euros au total. Neymar. Ce ne sont pas ses droits à l'image qui sont dans le viseur, mais au contraire les conditions de son transfert au Barça en 2013 qui fait l'objet des multiples procédures judiciaires en Espagne et au Brésil depuis plusieurs années. Fin novembre, le parquet espagnol a requis à son encontre 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende. Au Brésil, la justice a gelé en septembre 2015 une partie des actifs du footballeur, 43,5 millions d'euros pour fraude fiscale présumée en lien avec ce transfert. Elle soupçonne le joueur de ne pas avoir déclaré au Trésor public un paiement de 10 millions d'euros fait par le Barça pour avoir des droits préférentiels dans son achat. Et puis pour finir, Tom Babadi, Cristiano Ronaldo, la star planétaire du ballon rond, a été condamné par la justice espagnole récemment pour une fraude fiscale à une peine de 2 ans de prison, qui n'aura certainement pas à purger, et à une lourde sanction financière. Les 23 mois de prison ont été commués en amende de 365 000 € parce qu'en Espagne, les peines allant jusqu'à 2 ans ne sont généralement pas appliquées aux personnes sans antécédents judiciaires. Alors, on va parler de la fraude fiscale avec Maître Jean-Claude. Mais avant de prendre Maître Jean-Claude, on va d'abord découvrir, on va nous détendre sur des faits sportifs, mais dans un film 100% louchois. Et c'est dans El Gringo. Yo, ça va? Ouais, ça va. Ça roule? Bien, bien. Putain, la connexion ne va pas. Il va mal. Il va mal depuis quoi? Ouais, ça va toujours mal. Et ben les mecs chez nous, ça passe pas, je crois qu'on peut pas se payer. Je t'ai dit que c'est payé pas mal. Bah, de toutes les façons, on est payé. Non, on a voté hier. Pardon? T'as voté qui? Toi, t'as voté qui? Bah, moi j'ai voté. T'as voté qui? J'ai voté. Non, j'ai aussi voté. Mais ce pays va mal, je te jure. Salut les gars, ça va? Ça va toi? Mais je vous jure, hein, je sors du salon là, pas moyen.
regardez moi. Je viens du salon là. Tu veux pas t'asseoir Ouais, c'est bon. de Jésus. Ouais, c'est ça, mais regarde ta tête. Regarde ta tête, putain. Eh ben dis donc, vous avez voté qui? Bon, j'ai voté hein. Vous avez voté qui? Moi aussi j'ai voté. Ouais, on a tous voté. Et toi, t'as voté qui? J'ai voté hein, j'ai voté hein. Toi t'as voté qui? Ouais, j'ai voté. T'as voté? Toi t'as voté qui? Oh les gars, on peut suivre le film. Quoi le problème là hein? Eh, C'est quoi le bon, moi, problème? Mimi. Machine à voter. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, très République démocratique du Congo, on vient de nous annoncer les élections et les résultats, ils sont juste en face de moi. Pour ça, laissez-moi ouvrir ma bouteille de vin. Je vais boire un peu à ces coups parce que c'est tellement un truc à fêter ça. Donc, je vous avais dit que les résultats des élections 2018 viennent de sortir. Et là, on m'a envoyé les résultats. On m'a obligé de lire tout ce qui est ici. C'est pas moi le responsable. Bon, pour les élections 2018, le président élu très démocratiquement libre. Libre, ils ont parlé des libres. Le président de la République démocratique du Congo pour l'année des élections 2018 est... Ils sont drôles, c'est El Gringo. Vous détendre, c'est aussi ça, Breaking Sport. Alors, ils vont revenir à chaque numéro de ce BS Breaking Sport, votre magazine dans lequel vous découvrez le sport dans un angle jadis ignoré. Maintenant, on va revenir sur cette fraude fiscale. Avec le maître Jean-Claude, on va essayer un peu de connaître, est-ce que la République démocratique du Congo est concernée aussi par les sanctions suite à cette dernière? Il faut comprendre une chose. D'abord, ici chez nous en RDC, ça ne se fait pas. En Afrique, c'est rare. C'est des cas qui sont énumérés beaucoup plus en Europe. Et en particulier chez nous en RDC, où il faut tout de suite comprendre que les activités sportives chez nous en République démocratique du Congo, d'après la loi, sont érigées en associations sans but lucratif. Or, les associations sans but lucratif ne poursuivent pas les bénéfices, ne sont pas sous-tendues par l'intention des lucres et donc échappent au régime fiscal, par principe bien sûr, parce qu'il y a des exceptions près. Alors, à partir de l'instant où il y a des clubs, chez nous par exemple, le tout-puissant Mazembe qui a décidé de se muer en une société, et en ce moment-là, on comprend tout de suite qu'une société est là pour réaliser les bénéfices. Et donc, c'est un club qui s'est mué en société. J'ai été moi-même dans la commission d'amendement des statuts. Je suis moi-même aussi rédacteur du règlement intérieur du team, noir et blanc. Donc, vous comprenez tout de suite que s'il s'agit là d'une société, ipso facto, elle est soumise au régime fiscal. Alors, jusque-là, ici chez nous, il n'y a pas de cas de fraude fiscale. Hein. L'administration fiscale ne se plaint pas là-dessus. Alors, nous avons été suivis sur cet élan-là par l'association sportive Club et le Daring Club Motema Pembe. Je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne maîtrise pas leur statut, mais la vérité est que j'ai vu à la télévision les deux clubs s'émuer en société. Ça se passe comment sur place à Kinshasa? Je n'ai pas vraiment les tenants et aboutissants, c'est à titre informatif. Vous savez, tous ces joueurs qui sont recrutés, c'est vrai qu'ils vont étudier dans les académies de football. Est-ce qu'ils ont le temps d'être formés ou d'être informés sur leurs obligations vis-à-vis de l'administration fiscale, vis-à-vis de l'État? Voilà toute la question, parce que c'est vrai, on a l'habitude de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Très bien, mais pour autant que cette loi ait porté à la connaissance de
de ceux qui sont censés, n'est-ce pas, la respecter. Alors c'était le maître Jean-Claude qui nous parlait de la fraude fiscale en République démocratique du Congo ou dans le sport en Afrique en général. C'est par ici que nous allons mettre un point final à ce deuxième numéro de Breaking Sport, votre magazine dans lequel vous découvrez le sport dans un angle jadis ignoré et vous découvrez et apprenez que sur des faits sportifs. Alors, Ivo Dajoka, Patrick Moukebo, Art Moustache à la réalisation, AM Studio à la production. C'est donc fini pour BS, ce deuxième numéro d'aujourd'hui. Le football, en particulier pour ne pas dire le sport en général, est une discipline qui essaie de promulguer de valeurs telles que la discipline, la tolérance ou même le dépassement de soi. Mais comment alors les hommes politiques sont en train d'occuper la tête de plus grands clubs de football? Pourquoi toutes des nations, toute une nation, les présidents, le ministre et tout son corps doivent s'infiltrer en ce qui concerne l'organisation ou l'obtention d'une prochaine Coupe d'Afrique ou alors d'une Coupe du Monde? Tout ça sera crié tout haut alors que jadis c'était crié tout bas. Eh bien ça sera sur HK6 au-delà de l'imagination et toujours dans votre magazine BS Breaking Sport. Ciao ciao ciao.